Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement, une émission avant la pause estivale. On va faire un dernier point sur bien ces placements avant d'aller piquer une tête et pour se rafraîchir les idées. Une actualité encore très dense, on va le voir ensemble avec les conséquences du Brexit un mois après. Jonathan Lévy nous parlera de ce sujet, de ses conséquences bien sûr sur les marchés financiers. Les bons plans placement avec Vincent Kutkovis qui va nous expliquer comment on peut investir en obligations actuellement. Et puis un point sur l'éclatement de la bulle immobilière à Londres. Brexit oblige, on fera un petit point sur les conséquences sur les rives ici de l'Europe continentale pour savoir quels sont les impacts de cet éclatement de la bulle immobilière à Londres. Ça sera en compagnie d'Emmanuel Rodriguez-Gagnebé, un spécialiste d'Amundi Immobilier. Vous pouvez nous poser toutes vos questions pendant l'émission. On est en direct sur la page Facebook de bienprévoir.fr. On commence tout de suite avec un point sur les marchés financiers. Jonathan, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue dans notre nouveau studio. On fait un point sur ces conséquences du Brexit, cette sortie surprise, on peut le dire, qui a pris à contre-pied les marchés financiers. Un mois après, quel est l'état des lieux ? Alors, les marchés ont évolué de manière contrastée en fait. Le CAC 40 est en baisse. Si on compare en fait le niveau du CAC 40 aujourd'hui par rapport à ce qui était la veille du Brexit, il baisse de 2%. Le FTSE, l'équivalent en fait à Londres, est en hausse de 6%. Donc, c'est grand paradoxe. Allez comprendre. Allez comprendre. Alors, comment est-ce qu'on l'explique ? Comment on l'explique, c'est parce que les différents secteurs ne sont pas touchés de la même façon. Le secteur le plus touché, c'est le secteur bancaire. Et le poids du secteur bancaire dans le CAC 40 est beaucoup plus important que dans le FTSE. Il y a 100 valeurs dans le FTSE, il n'y a que 40 valeurs dans le CAC 40. Il est plus diversifié, le FTSE. Il y a par exemple le secteur de la pharmacie est beaucoup moins touché. Le poids de la pharmacie est plus important dans le FTSE. Donc pour des raisons techniques, le FTSE n'est pas un indicateur fiable en fait de la réaction des marchés. Mais ça a été le cataclysme, la propagation systémique que certains redoutaient. Alors on voit quand même des effets très forts sur certaines classes d'actifs. Par exemple, sur les devises, l'euro a baissé un tout petit peu par rapport au dollar de 4%, mais surtout en fait la livre a baissé de 12% par rapport au dollar. Sur un marché comme les devises, qui est un marché très très large, très profond, des variations comme celle-là en quelques jours, c'est très très important en réalité en fait. Et ça c'est vraiment un indicateur fiable du cataclysme de l'annonce du Brexit. Et puis pour finir ce tour d'horizon, les taux d'intérêt ? Les taux d'intérêt, ils ont encore fortement baissé suite au Brexit. En fait, ils prolongent la baisse qu'on avait observée, dont on a parlé ici plusieurs fois, qui existe depuis quelques mois. Ça s'est accéléré encore. On a vu le Bund allemand, l'obligation de l'État allemand à 10 ans passer en territoire négatif. L'État français n'est pas très très loin. La Suisse, 50 ans en territoire négatif. Tout à fait, 50 ans en territoire négatif. Donc ça prouve en effet l'état d'esprit des investisseurs qui préfèrent perdre un peu d'argent sur 50 ans que de prendre un risque. Et ça prouve aussi la difficulté d'un Mario Draghi et des banquiers centraux parce qu'on a un nouveau boulet déflationniste avec ce Brexit. Exactement, il faut que les banques centrales soient à la manœuvre pour rassurer les marchés, pour rassurer les investisseurs et pour soutenir aussi l'économie. La politique monétaire est quand même, on le rappelle, un facteur de soutien à l'économie réelle. C'est le cas en Europe, c'est le cas aussi en Grande-Bretagne. Les enjeux économiques maintenant du Brexit, quels sont-ils ? On parle bien sûr de conséquences plutôt négatives sur la croissance. Alors, les conséquences sont très négatives sur la croissance. Alors, ça dépend de quel côté on se place. Si on même se place... des deux côtés, j'ai l'impression. Mais on n'est pas du tout dans la même proportion, en fait. L'impact est a priori assez faible, assez limité dans la zone euro, même en France. Il serait de 0,1, 0,2%, même dans toute l'Union européenne. Donc, c'est assez même incommensurable pratiquement. Alors que du côté du Royaume-Uni, maintenant, on s'attend à une récession de 2% pour 2017. Avec des risques d'effets collatéraux, parce qu'en effet, on connaît nos amis anglais, ils savent aussi être opportunistes et donc peut-être rebattre ou changer les règles du jeu pour essayer d'atténuer ce choc récessionniste. Oui, c'est normal, il faut qu'ils gèrent la situation. On a dit par exemple, la Banque d'Angleterre va baisser les taux, les Anglais empruntent beaucoup à taux variable, donc les Anglais vont profiter de la baisse des taux, ils vont regagner en pouvoir d'achat. Mais par ailleurs, le pouvoir d'achat en fait a diminué. Ils importent énormément de biens et services, le Royaume-Uni, ils sont en déficit quand même, il faut le savoir. Ils importent beaucoup. La devise qui baisse, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les Anglais. Donc ça se voit sur la consommation et on l'a vu dès le 24 juin en fait. Par
exemple, les chiffres de vente du secteur automobile sont en baisse sur le mois de juin, alors qu'il n'y a que 8 jours d'impact du Brexit sur le mois de juin. Plus l'impact sur la City, on connaît l'importance de ce secteur pour l'économie britannique. Bien sûr. Vous nous avez apporté une carte. Je vous laisse la commenter, on la voit qui s'affiche. Répartition du PIB mondial. Oui, alors là, on voit en fait les principales zones sur les points qui sont là. Il y a les 2/3 de l'économie mondiale. La première zone, c'est évidemment les États-Unis. Là, je ne vous apprends rien. La deuxième zone, c'est l'Union européenne à 27. On a déjà enlevé la Grande-Bretagne, on a pris un petit peu d'avance. On faisait jeu égal avec les États-Unis avant. On faisait jeu égal. Alors actuellement en fait, on est en réalité à 25%. On est légèrement au-dessus des États-Unis en fait avec le Royaume-Uni. Si on enlève le Royaume-Uni, on est en dessous. 25% pour les États-Unis, 21% pour l'Union européenne à 27. Et la Chine. Et la Chine est à 16%, qui croît beaucoup, mais qui n'est pour l'instant que à 16%. Donc l'enjeu aujourd'hui pour le Royaume-Uni, c'est l'accès au marché unique. On voit bien à travers ces chiffres l'importance de l'accès au marché unique. Oui, parce que s'ils se retrouvent avec des droits de douane pour les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, ils ont un problème supplémentaire. Ils ont un problème supplémentaire et aujourd'hui, il y a de grosses incertitudes par rapport à ça. Il y a également un autre sujet pour eux. Beaucoup d'entreprises américaines, hors Union européenne, des entreprises suisses, des banques suisses par exemple, attaquaient le marché unique européen à travers le Royaume-Uni. Ils s'implantaient au Royaume-Uni pour attaquer le marché unique européen. Mais ils n'étaient pas dans la zone euro, ils étaient dans l'Union européenne. Là, ils ne sont ni dans la zone euro, ni dans l'Union européenne. Ces entreprises-là, probablement qu'elles vont se relocaliser dans l'Union européenne et probablement qu'elles iront même dans la zone euro, qui est la zone finalement la plus stable dans l'Union européenne. Vous avez évoqué le secteur bancaire en introduction. C'est aussi le secteur le plus touché par ce Brexit. Oui, parce que le secteur bancaire déjà au Royaume-Uni, parce qu'on parle de récession pour l'année prochaine. Pas que, on parle des problèmes en Italie du coup qui se révèlent à cause de ce Brexit. Exactement, oui. Je voulais commencer par le Royaume-Uni pour revenir ensuite faire un petit panorama européen. Alors pour le Royaume-Uni, on voit bien, parce que les problèmes sont différents en fait d'un pays à l'autre. Au Royaume-Uni, le problème, c'est un problème qui est lié à la récession à venir. Lorsqu'il y a une récession, c'est défavorable pour les banques. Ça peut générer des pertes pour les banques. Par exemple, des crédits à consommation qui sont très nombreux au Royaume-Uni, qui ne seront pas remboursés. Donc les banques vont perdre des plumes dans cette affaire. Les banques britanniques. Il y a des risques aussi parce que les taux baissent, et on l'a dit, on l'a expliqué ici déjà, lorsque les taux baissent, c'est défavorable pour les banques. C'est un problème pour le business model des banques, c'est qui un problème gagnent de l'argent exactement. Avec les taux. Et dans ce scénario-là, récession plus baisse des taux, c'est très défavorable. Les gens vont mettre plus d'argent sur les épargnes de précaution, sur les comptes à vue, les livrets. Les banques perdent de l'argent aujourd'hui puisqu'elles replacent sur des taux négatifs. Et puis enfin, sur le reste de l'Europe, donc ça c'est pour le Royaume-Uni, il y a un autre sujet dans l'Union européenne, mais qui n'est pas lié en fait au Brexit, c'est le sujet des créances douteuses en Italie. Parce qu'elles se représentent une grosse part du PIB, une proportion en fait qu'on ne voit pas ailleurs. On parle de 350 milliards pour un PIB de 1900 milliards, c'est beaucoup. Et donc il faut traiter ce sujet-là. Les banques italiennes sont fragilisées. Elles sont fragilisées parce qu'il y a une croissance faible. Et du coup, elles-mêmes entretiennent une croissance faible parce qu'elles ne peuvent pas prêter à l'économie. C'est le chat qui se mord la queue. Il faut absolument qu'ils arrivent à traiter ce sujet-là. Et puis avec des problèmes politiques, avec des nouvelles règles de l'Union européenne qui empêchent de recapitaliser via le contribuable, les Italiens Exactement. qui ont souscrit à des obligations bancaires, donc il y aurait un vrai problème politique aussi s'il y avait des vraies difficultés bancaires en Italie. La loi qui entre en vigueur là, au 1er janvier dit qu'on doit faire appel aux clients avant de faire appel aux contribuables, mais Mario Draghi, Matteo Renzi, oui. pas Mario Draghi, Renzi ne veut pas entendre parler en fait de la mise en application de cette loi qui serait très très impopulaire, et je crois qu'il a raison. Donc ils sont en train de négocier au niveau de l'Union européenne et notamment avec les Allemands qui ont une vision différente. Dernière question sur ce problème bancaire, ça a des conséquences en France Alors, en réalité, sur les actions des banques françaises, oui, ça a eu un impact, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets. Il y a le Brexit, les créances douteuses en Italie, le Crédit Agricole a une grosse filiale en Italie, la BNP aussi. La Société Générale est impliquée aussi en Italie dans une moindre mesure. Donc on voit bien quand même que c'est des marchés globaux. Maintenant, en réalité, quand on regarde les chiffres publiés au premier trimestre, les créances douteuses ne sont pas dans la même proportion dans les comptes courts des banques françaises que ce qu'on peut voir en Italie. Elles ne sont pas aussi impactées que ça. Il y a juste un doute au niveau du secteur, et donc les banques françaises sont impactées, mais je crois qu'on surréagit un petit peu par rapport aux risques réels qu'il y a dans les banques françaises.
Bon, un mot de conclusion? Justement, je pense qu'il faut faire la part des choses en fait quand il y a des risques nouveaux qui apparaissent. Dans un premier temps, les marchés baissent fortement sur l'ensemble du secteur bancaire, on le voit bien à travers cet exemple, mais il faut faire la part des choses sur les entités qui sont réellement en risque et celles qui ne le sont pas vraiment pour faire les bons investissements. Merci beaucoup Jonathan pour ces explications. On vous retrouve dans la troisième partie. On va passer tout de suite à la deuxième partie pour parler obligations et comment investir en obligations avec Vincent Kutkovitz. Alors, comment investir en obligations? 3 méthodes que va nous présenter Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Est-ce que c'est intéressant actuellement les obligations comme placement encore? Oui, à condition de savoir en trouver et d'y avoir accès. Mais aujourd'hui, si on est prêt à prendre un risque acceptable, on peut en continuer à avoir un rendement relatif, lorsque je prends en compte l'inflation, qui est comparable à ce qu'on avait il y a quelques années, notamment dans les années 2011-2012, où l'inflation était à 2%. Y avoir accès, ça c'est le mot-clé, hein, parce que Ouais. ça se trouve beaucoup moins facilement que des actions, par exemple. Si demain, moi, je souhaite aller investir une partie de mon épargne dans une obligation, je ne Ouais. peux pas aller sur Boursorama ou mon broker Non. ou un autre, Malheureusement, et non. puis en acheter. Non, malheureusement, c'est impossible. En fait, il y a deux raisons principales. Ce Le serait marché... une bonne idée de start-up ou de business, ça, hein, d'arriver à... Oui, mais en fait, le vrai problème auquel va avoir à faire face même une start-up qui se lancerait sur le sujet, et nous on connaît bien le sujet, c'est qu'en fait, le nominal, c'est-à-dire le ticket minimum pour rentrer sur une obligation qu'on achèterait en direct, c'est 100 000 euros actuellement. Oui, Donc, mais justement, une start-up qui proposerait de prendre ça c'est et de leur finalement, ouais, tout à distribuer. fait. Mais c'est ce qu'on fait, nous, à travers, voilà. à travers Voilà une start-up bien les prévoir. paniers d'obligations qu'on peut proposer d'une certaine manière, même si c'est des produits un peu plus Bon, différents. donc, premier point, y aller en direct, c'est compliqué, à moins d'avoir un très gros patrimoine. Oui, et puis c'est dangereux parce que même si on a un très haut patrimoine, ou en tout cas il faut être capable d'avoir un patrimoine vraiment conséquent parce qu'il faut diversifier. C'est l'enjeu aussi, même sur les obligations d'entreprise. Si on est prêt à mettre plusieurs tickets de 100 000 euros, oui, à ce moment-là, on peut avoir quelque chose d'intéressant à faire. Et au-delà de ça, c'est généralement aussi un marché de gré à gré. C'est-à-dire que les émetteurs de dettes s'adressent à des institutionnels, donc on ne voit pas passer le papier. Qui permettent Voilà. aussi d'avoir accès facilement. Bon, voilà, si ça vous intéresse d'investir en obligations, posez-nous vos questions. On est en direct sur la page de bienprévoir.fr, la page Facebook, bien sûr. Alors, deuxième méthode pour investir. Comment est-ce qu'on peut faire si on n'y va pas en direct? Deuxième méthode, c'est une méthode que nous déployons maintenant depuis plusieurs années, qui a fait ses preuves, qui est une méthode il s'agit en fait de passer par ce qu'on appelle un produit structuré, qui va reproduire le comportement d'une obligation. Donc, pour être un peu technique, il s'agit d'un credit linked note. C'est un terme anglais qui signifie qu'on a un produit financier qui reproduit le principe des obligations avec un élément supplémentaire qui est le fait qu'il y a un émetteur financier qui va venir se rajouter dans la boucle, qui va rajouter son propre risque, ce qui permet également de gagner un petit peu de rendement. Ce qui correspond dans l'univers des actions et des indices aux ETF, hein, qui sont peut-être un peu plus connus. Aux produits à formule, aux produits structurés, qu'on Donc c'est une banque propose qui également décide avec de des dire, actions. voilà, moi je vais suivre le 10 ans français et puis je vais vous fournir le rendement. Oui, alors on sera plutôt sur les entreprises, on en trouve plutôt sur le segment des entreprises. Donc par exemple, effectivement, une banque qui sera émettrice va décider de lancer un panier, par exemple, d'obligations qui sera assis sur plusieurs signatures, des signatures par exemple du monde de l'automobile, du monde de la grande distribution ou de la métallurgie. Il va observer en fait le comportement sur 5 ans ou 10 ans de ces signatures-là, proposer donc un package dans lequel on va investir. Le risque, il est le même que sur une obligation classique. C'est-à-dire que le risque, c'est que la signature ou les signatures fassent défaut, qu'elles soient incapables de rembourser leurs dettes ou qu'elles fassent faillite. C'est le seul risque, hein. C'est le risque principal. L'autre risque, c'est le risque d'émetteur qu'on n'a pas dans le cas d'une obligation en direct, puisque là, on supporte le risque de la banque qui va émettre le papier, ce qui permet, comme je disais tout à l'heure, de gagner un petit peu en rendement, mais qui, évidemment, lorsqu'on gagne en rendement d'un côté, ça veut dire que le risque augmente de risque également plus importante. de l'autre. Donc c'est les CLN, Credit Linked Note. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, on a des exemples concrets, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, en s'adressant directement à un conseiller, on peut trouver du papier, par exemple, exposé sur des entreprises de la grande distribution ou de l'automobile. C'est arrivé. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas.
Nous, on a une grande expérience dans ce domaine. Et pourquoi c'est intéressant d'en parler aujourd'hui? Parce qu'on a du recul déjà. Et le recul nous permet de dire que depuis 2009, 2010, il n'y a eu aucun défaut. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. On n'est pas les seuls à en proposer, mais d'autres acteurs en proposent. Évidemment, même si nous, on s'en est fait une spécialité, il n'y a pas eu de défaut ni sur les signatures, comme celle de Rallye, évidemment de PSA, on a eu Lafarge, on a eu également une exposition sur ArcelorMittal, par exemple. Il n'y a pas eu de défaut, il n'y a pas eu non plus de défauts sur les émetteurs. Donc ça, c'est important. Pour quel rendement, à peu près ? Aujourd'hui, les rendements sont de l'ordre de 4 à 5%, dans un contexte d'inflation nulle. Donc, pour mémoire, en 2012, on avait des rendements servis autour de 6%, avec une inflation à 2%. Donc, le rendement relatif est à peu près meilleur qu'en 2011. Ou équivalent. Troisième méthode, on peut investir directement sur des fonds obligataires datés à échéance connue. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose d'un petit peu particulier dans le domaine de l'épargne. C'est-à-dire que c'est un produit très, très spécifique que l'on trouve rarement. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui en proposent. De quoi il s'agit ? En fait, il s'agit d'un outil de placement qui reproduit le principe de l'obligation. C'est-à-dire qu'on achète, on rentre à un moment donné, on connaît le coupon qui devrait être versé si tout va bien, s'il n'y a pas de défaut. On connaît l'échéance du produit. Simplement, au lieu d'être sur une seule signature, ou 3 ou 4 signatures comme je l'évoquais avant, là, on sera sur un panier de 60 à 100 signatures. Donc l'intérêt là, c'est une très très forte diversification. C'est également pour le gérant d'avoir la possibilité d'aller chercher des signatures, de faire des arbitrages à l'intérieur des signatures s'il perçoit éventuellement un risque qui grandit ou une opportunité qui apparaît de l'autre côté. Et là, par exemple, actuellement, il y a 2 produits qui sont disponibles. Alors, vous nous avez apporté un petit graphique qui qui indique comment ça fonctionne. Donc, ce graphique qu'on voit ici fait référence à un placement qui s'appelle Altaroca Rendement 2022, qui est donc émis... C'est Primonial. C'est Primonial, le distributeur, mais c'est une maison de gestion qui s'appelle Altaroca, qui est une filiale de Primonial, et qui elle-même a une grande, en tout cas l'équipe qui gère ce fonds-là, une très grande expérience dans le domaine des fonds obligataires datés. Donc là, on est sur du 2022. Et elle a une grande expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir avant ou il y a une liquidité on peut sortir avant, mais l'ensemble du panier vise cette échéance. La majorité des signatures qu'il y aura dans le panier va viser une échéance maximale de 2022, maximale. Et en imaginant qu'on reste jusqu'en 2022, après on est remboursé de... Alors, on est remboursé du capital, c'est le principe de l'obligation. Au défaut près, il peut y avoir des défauts. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'équipe qui gère ce fonds-là, Altaroca Rendement 2022, et qui en est à l'origine, avait déjà fait ses classes dans une autre société de gestion, et depuis 2008, époque où ils ont commencé à promouvoir ce genre de placement, ils n'ont connu aucun défaut. Donc dans les 60 signatures qu'ils ont mises dedans, avec, donc on le voit, des rendements compris, un peu moins de 5 à... là où ils font leur marché, c'est sur les obligations. Alors là, c'est une donnée qui date de début 2016. Le cœur des signatures qu'ils mettent dans leur panier, c'est ce qu'on appelle des double B ou des B, c'est de la dette privée à haut rendement. Et ça veut dire que le risque est croissant et important. Cependant, on est sur des rendements compris entre 5 et 8%. Peu de choses près. Ce qui est en période de zéro inflation, comme vous le rappeliez, est pas plutôt nul. Pas mal, ouais, tout à fait. Alors à comparer au fonds en euros qu'on a rappelé sur ce graphique, le fonds en euros aujourd'hui rapporte à peu près 2,5%. Alors c'est pas du tout le même genre de placement, mais un fonds en euros, c'est constitué d'obligations d'État. C'est bien la problématique aujourd'hui de ce type de placement. Et puis un livret A qui tente de tirer son épingle du jeu quand même, parce qu'apparemment on tord le bras à l'équation encore une fois. Voilà, il reste à 0,75. Pour rappel, le PEL a été annoncé pour le 1er août à 1%, donc on aurait pu rajouter ici le plan d'épargne logement. Ça permet un petit peu à nos téléspectateurs de se situer par rapport à tout ça, même si là on est sur des produits risqués en capital, ce qui n'est pas le cas ni pour le livret A, ni pour le fonds en euros, ni pour le PEL. Voilà, en sachant que l'idée c'est bien sûr de ne pas tout miser sur une seule classe d'actifs et de diversifier son portefeuille, mais en effet si on aime un petit peu si on veut le pimenter un peu ou prendre un peu de rendement, ça peut être des produits intéressants. Et on peut aller au-delà en termes de diversification en allant sur un autre fonds qui est LFP Rendement Global 2022, qui a exactement le même mécanisme et qui lui va investir sur d'autres signatures, il y aura peut-être des signatures communes, mais qui est géré par une autre société. Et donc là, on augmente encore la capacité de diversification. D'accord, avec des rendements encore plus... C'est à peu près... Alors, par exemple, Altaroca Rendement 2022, au dernier pointage, offre un rendement actuariel donc connu à l'état actuel de 3% net
puisqu'on est dans le cas d'un contrat d'assurance vie, donc 3% net, avant fiscalité. Et LFP rendement global 2022 sert, dans les conditions actuelles, un rendement autour de 4% net. C'est très clair. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Avec plaisir. Bel été. Et Merci, puis, vous aussi. on va passer à la troisième partie consacrée à l'explosion de la bulle immobilière londonienne, qui a des conséquences bien sûr sur notre économie européenne. Alors voilà, on s'installe pour parler de cet éclatement de la bulle immobilière londonienne. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau, en compagnie donc, de Jonathan qui vient nous voir, Emmanuel Rodriguez Gagnebé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion chez Amundi Immobilier, un spécialiste donc, de ces marchés. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on vit déjà, peut-être, c'est une question un peu anecdotique, mais comment est-ce qu'on se réveille le lundi matin en se disant, oula, c'était le vendredi matin, il y a eu Brexit. Tout le monde était un peu, ne s'attendait pas à ça forcément. On a appelé forcément nos interlocuteurs à Londres pour voir alors qu'est-ce qui va se passer dans le marché. Il y a eu un séisme quand même Alors nous on n'a pas senti ce séisme parce que quand vous vous déplacez à Londres et vous discutez avec nos agents immobiliers, les gens qui travaillent pour nous là-bas, rien ne s'est passé. Pour eux, tout va bien. As usual. Oui, tranquillité, on va prendre du temps, tout va bien, on n'a pas dit qu'on allait divorcer, on a 5 ans pour se donner le temps de... Pour se partager la garde des enfants. Mais bon, malgré tout, il y a des fonds immobiliers, c'est ça votre secteur, qui ont fermé, qui ont décidé d'arrêter les retraits, qui ont fermé la liquidité pour éviter la panique. C'est bien quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, ces fonds qui ont fermé, c'était des fonds qui n'assuraient pas de liquidité. Et forcément, pour ne pas créer une dynamique de décote sur le marché secondaire de ces fonds-là, les gérants ont préféré les fermer. Mais c'est par réaction à une décote non justifiée que ces fonds ont été fermés. On parlait de bulle immobilière dans mon lancement. Est-ce que c'était le cas? Il y avait une bulle à Londres? Alors, nous, notre analyse sur Londres, c'était 2 choses. C'est qu'on trouvait que les loyers avaient pas mal augmenté. Sur le prime, on était plutôt passé de 50 square feet à 70, voire 80 sur les nouvelles tours. Que sur les taux de rendement, on était passé bien en dessous des 5%, voire 4% avec des taux de dette beaucoup plus chers que chez nous en France. Et qu'on trouvait qu'au niveau de la construction, ils y allaient fort, mais ils avaient des indicateurs plutôt positifs en termes de chômage, et tout allait bien chez eux. D'accord. Donc c'est vrai qu'on sentait déjà que ça poussait fort. Et est-ce qu'il y a déjà eu des transactions dans ce sillage du Brexit? Est-ce qu'on a déjà ajusté les prix? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu moins 10, moins 15, moins 20%? C'est encore trop tôt. Aujourd'hui, il faut se laisser un peu jusqu'à fin septembre, voire fin d'année, pour voir comment les experts immobiliers vont réagir. Parce que sur l'immobilier résidentiel, pardon, je vous coupe, mais j'ai vu des chiffres de moins 20, moins 25% sortir. Alors, ça m'étonne parce que sur le luxe, il n'y a pas vraiment d'impact direct. Sur le secondaire, ça dépend. Mais pour qu'il y ait des mouvements sur le résidentiel, il faut qu'il y ait des mouvements humains. Et aujourd'hui... il n'y a pas une grande migration encore. Exactement. Quelles conséquences ici à Paris? Vous gérez des SCPI, des OPCI. Il y avait des poches investies au UK, en Grande-Bretagne. Comment ça s'est matérialisé? Alors, on a deux gros produits, des produits SCPI et des produits OPCI. Les SCPI sont essentiellement en France, donc c'est un non-sujet. Et sur le produit OPCI, Opsimo, on a toujours de l'immobilier physique au UK et on a une poche de valeur mobilière au UK. Qui était de quelle proportion à peu près? de 10 à 15%. Les deux combinés. Les deux combinés, et qu'on avait déjà anticipé qu'il ne fallait pas se renforcer au UK avant le Brexit, et qu'on avait, par rapport à notre pipeline d'investissement, atterrir en fin d'année aux alentours de 10% d'exposition au UK. Et là, ça va abaisser encore cet objectif, moins de 10%, ou vous dites non, on va quand même rester un pied au UK? Alors, il y a deux parties. Sur l'immobilier physique, pour l'instant, on n'a pas de parti pris sur une sortie à court moyen terme. C'est trop tôt pour se dire c'est le moment de sortir. En revanche, sur les valeurs mobilières, on est beaucoup plus souple. Mais sachez que dans l'AVL d'Opsimo, on tient compte
immédiatement de la cotation de nos valeurs mobilières. Donc c'est déjà intégré. Et puis Jonathan rappelait que le FTSE avait progressé même depuis le Brexit, donc bon. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de technicité dans tout ça, que dans une baisse, il y a toujours une reprise immédiate, qu'il faut se laisser un peu de temps, surtout dans l'immobilier physique, et que l'élément liquidité, l'élément volume sera le déterminant de cet impact ou pas du Brexit. Si on parle chiffres et rendements, quel a été l'impact concret Immédiatement, avant et après Brexit, sur Opsimo, pas d'impact. C'est encore trop tôt pour dire que il n'y a pas d'impact d'ici à la fin de l'année. Parce qu'il y a une grande inconnue, c'est sur la partie physique des expertises. Laissons-nous un peu de temps pour mesurer mieux cet impact, pour voir comment ça impactera les rendements. Alors, je vais passer la parole à Jonathan, mais auparavant, une dernière question. Il y a ce petit jeu des pronostics, savoir qui de Francfort, Paris, Dublin, que sais-je, profiterait éventuellement de cet affaiblissement britannique. Est-ce que quand on investit dans l'immobilier, on suit ça et on a aussi son petit agenda? Bien sûr, je pense qu'il faut croire dans un repli, une partie de la matière grise qui était à Londres rebasculerait sur la zone euro. Aujourd'hui, on parle de Zurich aussi. On ne parle pas que de la zone euro, on parle de Zurich, on parle de Dublin, là où on parle anglais, Amsterdam aussi. C'est un paradoxe Zurich, parce que quitter un pays qui n'est pas dans la zone euro, au prétexte qu'il sort de la zone euro, aller dans un pays qui ne le serait pas. Alors moi je pense que ce qui peut se passer, c'est que chaque pays va avoir peut-être sa spécificité. Peut-être on va aller chercher de la main-d'œuvre qui parle anglais à Dublin pas cher, et aller à Paris chercher des traders qui ont des compétences. Je pense qu'il peut y avoir une répartition des cartes. Il n'y aura pas, à mon avis, une place financière qui va être plus dominante que l'autre. On ne va pas refaire la City tout d'un coup dans une prairie continentale. Je ne crois pas, parce que ce n'est pas non plus l'intérêt de l'Europe. On est là pour partager. Mais c'est quelque chose qui ne va pas se faire en 2 jours et qui pourrait prendre un peu de temps. Parce que c'est des flux quand même conséquents qui s'investissaient, on verra si ça continue au UK, sur un marché de 250 milliards de flux, je parle sous votre contrôle, dans l'Europe au sens large, 90 à 100 milliards allaient directement au Royaume-Uni. Donc on imagine qu'il y a des robinets qui vont se réorienter. Alors aujourd'hui, on est assez confiant sur la zone euro parce que l'euro donne cette stabilité. Le UK, on savait que c'était un marché volatile à la fois sur le taux de change et à la fois sur leur manière d'appréhender le business. Aujourd'hui, celui qui veut de la stabilité, de la sécurité, ira dans la zone euro. Après, est-ce que tous les 90 milliards d'euros vont rebasculer intégralement? Sans doute pas. Laissons-nous 3-4 ans pour voir ce rééquilibrage, dans quelle proportion elle va se faire. Donc on va se voir encore longtemps. Jonathan, vous avez des questions aussi concernant ce Brexit et ses conséquences immobilières? Alors, surtout, en fait, je pense que c'est intéressant d'analyser ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers jours sur l'immobilier au Royaume-Uni, sur la liquidité. Je pense qu'il faut insister sur la liquidité. Là, on parle d'immobilier. L'immobilier, c'est pas un sous-jacent, un actif qui est liquide. Il y a des actifs qui sont plus liquides que l'immobilier. Et c'est un risque qu'il faut appréhender lorsqu'on est un investisseur. Et on a tendance à l'oublier quand tout se passe bien. Quand tout se passe bien, la liquidité, c'est pas un problème. Mais en fait, ça devient un problème lorsque un risque se réalise, effectivement. Alors par rapport à ça, il faut savoir que oui, dans la perception des gens, ils veulent sortir et donc ils vont vendre, mais l'acte de vente n'est pas finalement réalisé. Même dans la crise de 2007-2008, dans l'immobilier, finalement dans le marché secondaire, par exemple des CPI, certes on a vu une baisse de la valorisation, mais si on mettait en face de cette baisse le nombre de personnes qui avaient décidé d'arbitrer, c'était bien moindre. Donc en fait c'est plus un phénomène un peu d'anxiété qui est généré, plus qu'une réalité de fait que tout le monde sorte et qu'il y a vraiment une crise. Donc je pense qu'il faut pas cacher les choses. En revanche, il faut le mettre en proportion du volume échangé dans ces périodes un peu instables. D'accord. Peut-être aussi expliquer aux gens qui nous écoutent qu'il y a des nouveaux véhicules qui ont été créés, les OPCI. C'est relativement récent, en fait. Il y a beaucoup de collègues qui s'orientent. On rappelle un peu, parce que c'est toujours bien de refaire de la pédagogie. Donc, il y a une poche immobilière classique. Exact. Vous investissez dans des immeubles. Exact. Bureaux, pas que.
Pas que, mais essentiellement bureau à plus de 70%. Et une partie Valeur mobilière. Exact, 40%. Voilà, qui permet de donner D'assurer de la une liquidité, en flexibilité, fait. ouais. Hein. Exactement. C'est en fait aujourd'hui, dans ces 100%, il y a 70 mots physiques, 40% de valeur mobilière, et au sein de ces 40, c'est décomposé entre 10 et 15% de valeur mobilière action, et le reste en obligataire. D'accord. Et d'où le succès, justement, parce que ça permet de combiner un socle, la quille du bateau solide, et puis une poche de liquidité intéressante pour justement réagir à des coups comme ceci. Exact, sur la poche obligataire et sur la Et perf. ça, vous avez vu une collectes concrètes sur Opsimo, par exemple? Non, à l'instant on se parle, pour l'instant, on n'a pas senti un énervement ou une défiance par rapport au produit. Donc on est d'accord de dire que du point de vue du risque de liquidité, il est mieux d'être sur une OPCI que sur une SCPI en fait. Hein. Clairement. Ah oui, alors, Dans la un scénario SCPI qui est non coté aussi, souvent avec des actifs voilà, donc, qui sont moins facilement vendables en cas de... que ce soit dans l'OPCI ou que ce soit la SCPI, l'actif physique se vend de la même manière. Il n'y a pas la poche mobilière en tout cas. Exactement. Voilà, donc l'OPCI présente plus de volatilité parce que par contre la poche valeur mobilière est plus volatile que la poche physique, donc ça c'est l'inconvénient. L'avantage c'est qu'elle présente plus de liquidité si ça se passe mal. Donc c'est moins pur, si on veut de la pureté, blindé, quoi. On va sur SCPI. Est-ce qu'il y a des rendements différents entre les deux en ce moment? Alors aujourd'hui, si on regarde le passé, les performances d'Opsimo étaient aussi bonnes que celles des SCPI, aux alentours de 4 et 4,5. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour dire si ces rendements assez équivalents s'inscrivent dans la durée. Et en termes de collecte, qu'est-ce que vous observez actuellement? Pour l'instant, il n'y a rien de... Le PAC, le plan d'action commercial, suit son cours normal et pour l'instant, il n'y a pas de réaction défiante par rapport au Brexit, deux produits. On reste sur une inertie telle Il y a des questions, forcément, des gens qui s'intéressent au produit. Vous y répondez mais il n'y a pas de réaction forte vis-à-vis de nos produits. Une question encore, c'est est-ce qu'on met ces véhicules SCPI, OPCI, est-ce qu'on les prend en direct ou est-ce qu'on les met dans un contrat d'assurance vie? Et là encore, je crois que c'est une question de liquidité. Hein. La liquidité est assurée dans un contrat d'assurance vie par l'assureur. Lorsqu'on a la SCPI ou l'OPCI en direct, on a le risque de liquidité soi-même. Et ça, c'est un point un peu technique, mais intéressant. C'est un arbitrage parce que c'est comme quand on prend deux assurances. On a une assurance liquidité avec l'OPCI. Donc, si on la met dans l'assurance vie, ça fait un peu contre-emploi. C'est l'assureur qui assure aussi, qui a un produit qui lui permet sa liquidité aussi. Donc, Parce qu'en fait, je pense qu'il faut bien comprendre que l'assureur doit la liquidité au souscripteur, mais qu'il y a quand même une certaine limite à tout ça. C'est-à-dire que si lui-même un jour a des problèmes pour assurer la liquidité, on risque de fermer le marché. D'ailleurs, la loi Sapin 2 prévoit d'encadrer un petit peu tout ça. Et de prévoir des cas, on parle de crise systémique, à ce moment-là, on pourrait fermer les rachats pour éviter que l'ensemble du système ne fasse faillite. Bon, voilà ce qu'on pouvait... Voilà, c'est des cas extrêmes. Aujourd'hui, on n'est pas... Voilà, mais c'est des scénarios qu'il faut avoir en tête lorsqu'on investit, je pense, vaut mieux le savoir avant qu'après. Et c'est bien d'avoir des plans A, plan B et autres, plutôt que d'improviser quand il y a des problèmes. Ça rassure de savoir... où sont les portes de sortie. Un mot de conclusion peut-être sur l'immobilier, les tendances de cette fin d'année, Alors, il y a des chiffres qui sortent en ce moment. Alors, ça vaut ce que ça vaut. A priori, l'immobilier en UK devrait baisser aux alentours de 15%. Ça ne vaut que le chiffre que communiquent les gens. Après, la composante bureau, résidentiel et commerce, comment va ces 15% se distribuer? On ne sait pas encore, c'est trop tôt. Mais ne nous focalisons pas uniquement sur le marché UK qui, dans nos produits, ne représente qu'une faible poche de notre allocation. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci Jonathan, merci également à vous Emmanuel de nous avoir rendu visite et puis on se retrouve après l'été pour suivre toutes ces aventures concernant les placements. Merci beaucoup. Merci. Bel été à vous tous également.